des médias irresponsables qui prennent un petit bout de slogan de manifestation. Suicidez-vous, suicidez-vous. Vous en avez parlé, j'y reviens pas. Alors que moi, ça fait plusieurs actes que j'entends les Gilets jaunes scander la police avec nous. La police avec nous, ça c'était avant, mais ne vous suicidez pas, rejoignez-nous, ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. C'est quand même un mot d'ordre qu'on entend fréquemment. Et là, on en prend. C'est comme quand vous extrayez 3 mots d'une phrase ou une phrase d'un texte, et vous pouvez lui faire dire le contraire, et vous pouvez condamner à mort quelqu'un simplement en extrayant une phrase hors contexte. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, Alexandre Langlois, vous êtes un policier, on vous connaît, vous êtes venu régulièrement à Sud Radio, vous êtes un policier courageux, vous dites des choses de bon sens, et vous êtes un peu le syndicaliste qu'on aimerait avoir un peu dans tous les corps, qui dit simplement ce que, à la fois, les policiers, vos collègues, ressentent et quelles sont leurs conditions de travail sur le terrain, de quoi ils souffrent, etc. Mais aussi vous rappelez, vous mettez en perspective quel doit être le rôle de la police, la déontologie, et vous vous adressez aussi aux Français, au peuple, parce que c'est comme ça que ça doit marcher. Si on n'est que dans le corporatisme, on fait du syndicalisme un peu pourri, quoi, osons le mot. Et si on n'est que dans les principes, on n'est pas du tout efficace. Et je pense que c'est un peu le mix entre le relatif et l'absolu, et ce que vous faites très bien. Donc je vous le dis sans flagornerie, parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Il faudrait qu'on ait des gens à la tête de la police, niveau politique pour le coup, qui soient dans cette dynamique. Parce que, en fait, cette dynamique, comme on discutait tout à l'heure, c'est que des fois, on peut refuser un ordre illégal au pénal, on sera exonéré, on ne sera pas sanctionné, mais on a eu un collègue au pénal, il a gagné, pas responsable, il avait fait son travail. À l'administratif, code de déontologie, pif, viré de la police quand même. Donc il est content que la loi soit pour lui au pénal, mais à l'administratif, viré de la police. Pas le protéger. Ah ben non, parce que c'est deux juridictions différentes. Il ne peut pas attaquer la décision. Si, il l'a fait, il a deux fois au Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est couché. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les tout le temps, le Conseil d'État. Il s'est couché la deuxième fois. La première fois, il avait donné raison. Alors, je dois dire quand même... Donc, en fait, c'est le problème à l'heure actuelle. Donc, voilà, tant qu'on n'aura pas changé la tête, et en fait, l'institution qui produit ça, on ne pourra pas... Et par exemple, en Angleterre, les policiers peuvent jouer du piano dans les gares. En France, le premier qui fait ça, il se prend une sanction administrative. Tant qu'on n'aura pas été considérés comme des êtres humains par notre hiérarchie, au service du peuple avec qui on peut discuter tous les jours, et qu'on est considéré comme des matricules et des Robocop, nos collègues continueront de se flinguer, le fossé continuera de se creuser, et ceux qui vont en pâtir, c'est pas ceux qui nous donnent les ordres une fois de plus, ce sera la population et les policiers qui sont rentrés par vocation de défendre le plus faible. Ces casseurs, ils sont identifiés, ils ont des réseaux sociaux, tout le monde les connaît, on connaît leur nombre, c'est à quelle heure ils vont arriver, etc. Il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Première question. Deuxième question, quand les gens, on en parlait tout à l'heure, les 3 abrutis dont on se demande si c'est des gilets jaunes, parce qu'il faudrait enquêter, mais ça on le saura jamais aussi, qui ont scandé suicidez-vous, suicidez-vous. On a les images, etc. Et vous me confirmiez vous-même qu'ils n'ont pas été interpellés. Les collègues demandaient que ça et tout aurait été fait lumière. Pourquoi comme ça, ces gens-là qui pourrissent les mouvements sociaux, mais c'est pas propre aux gilets jaunes, ça a commencé avec les défilés à l'heure de travail, les défilés syndicaux, etc. Sauf que là, d'habitude, on dit des infiltrés, des casseurs. Oh, ils ont. Là, on dit les gilets jaunes. Maintenant, il y a une désinhibition totale, quoi. Je dois dire, voilà. Donc, comment c'est possible? Est-ce que il y a quand même des idiots utiles du gouvernement, de l'exécutif, qui sont là pour casser, qui sont instrumentalisés? Ils le savent que ça va pourrir le mouvement. Ils le savent que on ne va plus parler que de ça. Ils savent que la presse mainstream va reprendre en disant, regardez, encore X vitrines, etc. Parce que la presse mainstream, les yeux et les mains arrachées, elle tamponne le coquillard, comme disait Queneau. Comment c'est possible? Est-ce que on a des vidéos, on les a publiées, on les a diffusées? Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une collusion? Comment ça fonctionne? Alors, je ne pourrais pas être dans la tête de ceux qui nous dirigent. Je peux par contre remonter ceux de terrain. Ils n'ont qu'une envie, c'est de les interpeller tout de suite. Et ils ne comprennent pas que sur une place qui est nassée, du coup qu'on voit après qu'elle a été nassée, on n'ait pas pu les interpeller et les récupérer. En plus, à Paris, où il y a des vidéos de surveillance dans tous les coins de la capitale. Alors après, ils sont capables de les détourner dans l'affaire Benalla pour les mettre sur les réseaux sociaux de soutien du président. Mais par contre, pour défendre la police, il n'y avait plus personne. Donc en fait, il y a une utilisation de ces caméras à but politique. Par contre, quand il y en a vraiment besoin pour justement dire qui sont ces gens-là, que ça mette fin à toutes les théories, est-ce que c'est des policiers, pas des policiers, nous on n'a aucune information que ce soit des policiers, ça permettait de calmer les gens, de dire voilà, c'est ces gens-là qu'on a pris, ils sont là, ils vont faire ça, et tant la justice va faire son travail. Là pour le moment, on laisse l'imaginaire s'envoler. Et on a un ministre complètement déconnecté, Monsieur Castaner, qui a fait un tweet. Alors il a fait c'est honteux et ignoble.
Ah oui, mais c'est pas ce qu'on lui demande, lui. C'est honteux et ignoble, ça c'est de la poésie, il va au ministère de la Culture s'il veut. Mais là, nous, ce qu'on lui demande, c'est de les interpeller, de les présenter à la justice. On veut du droit au niveau du ministère de l'Intérieur. Et après, ce qui est encore plus choquant, c'est qu'après, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce slogan est scandaleux. Donc, ce que j'ai dit, on va se porter partie civile contre ces gens-là pour peu qu'on les retrouve. Par contre, ça, il est choqué, il fait tous les plateaux de télé avec son secrétaire d'État. Par contre, 29 suicides depuis le début de l'année, 39 depuis qu'il a pris ses fonctions. Alors là, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on dise aux policiers suicidez-vous par un slogan, ça c'est très très grave, ce qui est grave effectivement. Par contre, que les policiers se suicident à cause d'un management interne, là il n'y a plus personne. Mettre l'accent sur les responsables, qui sont les patrons et qui dévoient volontairement ce mouvement et vous envoient au casse-pipe. Concrètement, selon vous, est-ce qu'il y a une solution qui soit autre que politique, technique, de maintien de l'ordre, qui puisse permettre de sortir de l'impasse? Les solutions de maintien de l'ordre, il y en a. On n'arrête pas d'en envoyer. Application de ce qui se fait en Allemagne, la désescalade de la violence, remettre du préventif, parce que les renseignements généraux ont été cassés par M. Sarkozy. Un mouvement comme les Gilets jaunes aurait pu être prévu à l'époque, parce qu'on n'a pas les moyens de travailler. Moi, je suis au renseignement territorial, donc je sais très bien comment ça se passe. C'est que quand on connaît les gens en amont, parce que les gens des Gilets jaunes, c'est pas des gens qui sont sortis d'une caverne. Ils étaient dans la vie associative, dans la vie culturelle, ils étaient dans divers endroits de la société. On les a reconnus pour d'autres sujets. Et quand on se rencontre sur le rond-point ou sur la manifestation, on se connaît. Et ça permet d'apaiser les choses. Là, on est arrivé comme des cheveux sur la soupe en disant bonjour, on est les anciens RG, on vient voir ce que vous faites. Ça fait un peu renseignement politique, du coup, qui n'était pas l'objectif de la mission. Donc, il n'y a pas le côté prévention qu'on aurait pu avoir, ça n'a jamais été renforcé et on n'en parle toujours pas dans les textes actuels, de faire en amont. Comment on organise en amont pour que ça se passe bien le jour J? Pour le moment, il n'y a rien qui est fait à part de déployer des policiers. En plus de que ça se passe bien le jour J, ça éviterait de déployer 80 000 fonctionnaires tous les week-ends n'importe comment parce qu'on ne sait pas où les déployer. Le pouvoir politique est aveugle où les mettre. Donc, on fait un déploiement de force, ça épuise tout le monde. Donc, il va y avoir une solution tout simplement biologique. Biologique, au bout d'un moment, les policiers, ils vont pas pouvoir tenir le rythme d'enchaîner les semaines de travail sans heures de pause, les 3 heures de nuit. Au bout d'un moment, comme ça commence à le faire pour nos collègues CRS à Tours, ils vont lâcher la machine biologique, ils vont être en arrêt. Donc au bout d'un moment, le pouvoir va devoir réfléchir comment on fait si on n'a plus de policiers, parce qu'ils sont tous malades. Ce qu'on constate, c'est que nos collègues gendarmes, eux, ont des masques à gaz. Voilà la différence entre les gendarmes et les policiers. Non, les policiers ont des masques à gaz aussi, oui. Sauf que la différence, c'est que nous, on nous dit il y a des cartouches en carbone, je ne maîtrise pas, les cartouches à mettre pour que ça recycle charbon actif, voilà, charbon actif. Oui. Et on nous dit que ça coûte 75 € la cartouche. Donc le mieux, c'est de ne pas l'utiliser. Donc ça veut dire que... C'est-à-dire que nous, on nous intoxique volontairement pour des raisons budgétaires. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'a priori, de ce que nous ont dit nos collègues qui sont à l'armement CRS, ils nous disent le gaz à petite dose, a priori, n'a pas d'effet. Le problème, c'est qu'au bout de 23 week-ends d'accumulation, pendant des heures, on en balance des doses et des doses et des doses et des doses. Tester en plus les gaz à chaque fois, comme la plupart des armes sont testées sur des gens en bonne santé. C'est-à-dire qu'on considère que tous les gens qui vont prendre le gaz ont 25 ans et sont des sportifs de haut niveau. Alors que quand on fait des essais cliniques ou sur des échantillons de produits, on prend le maillon le plus faible. C'est-à-dire qu'on devrait faire des essais sur la dame de 80 ans ou l'enfant qui peut... Voilà, on fait l'effet inverse. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est encore plus grave le truc. Et donc on va travailler là-dessus parce que ça nous semble un problème de santé publique, à la fois pour les policiers, pour les manifestants, et les gendarmes en sont bien conscients vu qu'ils ont des masques à gaz. Donc une fois de plus, on nous oppose des raisons budgétaires, mais enfin budgétaire fallacieuse, parce que je rappelle que quand M. Macron est arrivé au pouvoir, il a commandé un stock de je ne sais plus combien de millions de grenades. S'il y a un vraiment problème de santé publique, c'est de dire à nos collègues, utilisez vos droits de retrait. Parce qu'un policier n'a pas le droit d'utiliser le droit de retrait dans le cadre de ses missions, parce que si on doit aller sur un braquage, un maintien de l'ordre, effectivement, on va mettre notre vie en danger, on n'a pas le droit d'utiliser le droit de retrait. Par contre, si c'est pour du matériel qu'on nous met à notre disposition, c'est arrivé pour nos collègues motards dans le Morbihan il y a quelques années, ils avaient des casques qui n'étaient pas aux normes. Donc ils ont dit, nous on prend plus les motos tant qu'on n'a pas des casques aux normes. Voilà. Donc on a le droit d'utiliser notre droit de retrait pour qu'on nous donne pas on nous met en danger volontairement. Donc si jamais c'est prouvé, on a des éléments qui peuvent le prouver, où il y a en fait un doute tout simplement sérieux, le droit de retrait est applicable. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que c'en est? Est-ce que tu vas arriver à rester policier ou est-ce qu'il va falloir... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Ça a déjà été beaucoup fait pour m'aider. Parce que c'est un lanceur d'alerte remarquable. Quoi. Sur la procédure disciplinaire, déjà, ça a commencé par une enquête IGPN. J'ai été inculpé pour 3 points. Officiellement. Les 3 points étaient avoir dénoncé le trucage des statistiques, donc falsification des statistiques de délinquance, donc documents officiels, donc faux en écriture publique, qui permettent à avoir des chefs de service de toucher des prêmes sur des statistiques fausses, donc détournement de fonds publics et escroquerie en bande organisée. On avait saisi à l'époque le parquet de Paris qui a renvoyé à Marseille parce que c'est là qu'on avait les preuves. Bon, et après on a découvert qu'il y avait 2 rapports parlementaires sur le sujet qui confirmaient et un rapport de l'IGA, donc on n'était pas dans le doute, et un rapport interne a été fait parce que la direction de la police nationale avait demandé un rapport interne en disant on va montrer que c'est des menteurs. Finalement le rapport nous donne raison, mais du coup on n'a pas le droit d'y avoir accès. Donc c'est quand même bien fait vu qu'ils sont jugés partis. Le deuxième point était, donc pour ça j'ai été auditionné pour l'IGPN sur ce point-là, et en plus sur ce point-là, quand j'ai été auditionné par l'IGPN, on peut être accompagné par n'importe qui, donc j'étais accompagné d'un journaliste de Marianne qui avait bien voulu venir avec moi voir comment ça se passait. La première chose qu'ils ont fait, la moindre chose qui sort de cette pièce, c'est des poursuites.
Donc ils ont dit on va vous poursuivre, mettre des sanctions. Le journaliste a dit attendez, moi je suis journaliste, qu'est-ce que vous allez me poursuivre disciplinairement? Et on trouvera. Voilà, bon, très bien, on trouvera. Voilà, et à la fin, comme ils n'avaient plus rien du tout, ils tronquaient des décisions de justice. Donc j'avais de la chance d'être connecté à Internet, je voyais bien qu'ils tronquaient les décisions de justice pour aller dans leur sens, savoir que la décision finale allait contre ce qu'ils me proposaient. Et le pire qui m'est fait dans cette enquête, c'est qu'ils m'ont proposé des documents falsifiés pour m'incriminer. Je leur dis vous avez fait ça? Je dis non, ça c'est pas moi qui l'ai écrit. Regardez, je vous montre, c'est même publié sur Internet. Voilà ce qu'on a écrit, c'est le même document, mais avec ça c'est pas vrai ce que vous me montrez. Ils m'ont dit la question c'est pas si vous l'avez écrit, c'est pourquoi vous l'avez écrit. Je dis je peux pas vous dire pourquoi vu que c'est pas mon document. Ils ont dit donc vous refusez de répondre à la question. Je refuse pas de répondre à la question. Vous la faites, vous l'induisez en erreur. Donc voilà, donc on était là. Donc ça c'était la première enquête. C'est la seule fois où j'ai eu une enquête. C'était quand ça? C'était en mars 2018. En plus ils avaient choisi fortuitement le jour de la manifestation des fonctionnaires. Ils ont dit on n'avait pas vu. Désolé. Ça, c'était avant les Gilets jaunes. Donc. C'était avant les Gilets jaunes. Après, on était resté là. Voilà, ils nous avaient dit, je leur ai demandé à la fin quand est-ce qu'on aura une décision. Ils ont dit oui, parce qu'en fait, on avait fait un truc rigolo. L'IGPN, on peut saisir l'IGPN quand on constate qu'un policier commet un crime ou un délit dans le cadre de ses fonctions. Donc on s'est dit, ça s'est saisi par tout le monde pour le policier qui a mal parlé, etc. On s'est dit, on va se servir de cette institution pour voir jusqu'où son niveau de corruption va. Donc on a saisi l'IGPN en disant écoutez, monsieur le directeur du 13 à Marseille falsifie les statistiques et détourne de l'argent sous couverture du directeur monsieur Morvan qui laisse faire. Voilà, il est au courant, il n'a rien fait pour sanctionner, donc il est complice. La réponse de l'IGPN a été donc madame Monégé à l'époque, on vous elle avait missionné quelqu'un, elle a confirmé les propos dans un autre mail en disant vous mettez sur un chemin périlleux, on va vous fracasser, on va vous envoyer des procédures. Et au final, je dis écoutez, moi je vous saisis, qui c'est qui donne la décision finale? Ce sera monsieur Morvan. Je dis c'est celui que j'incrimine, comment on fait? Donc monsieur Morvan a décidé de ne pas se passer en conseil de discipline ni d'enquêter sur lui. Il a proposé de m'envoyer pour manque de loyauté. Bon, on appelle ça comment déjà? Donc voilà, donc tout va bien. Donc ça c'était pour montrer la première étape. Deuxième étape, on a osé critiquer la responsabilité de notre hiérarchie dans les suicides. Que M. Castaner a enfin reconnu il y a 15 jours en disant il y a un problème professionnel, c'est pas que des problèmes personnels finalement. Donc ça manque de loyauté et manque à mon devoir de réserve. On n'a pas le droit de dire que la hiérarchie est responsable des suicides dans la police. Même si M. Morvan est rendu à 79 suicides ou 78 depuis sa prise de fonction et M. Castaner 39. Voilà, bon, c'est pas de leur faute, ils savent pas, c'est multifactionnel. Donc ça, il n'y a pas le droit de le dire. Dernière chose qu'on avait fait, on avait dit dans l'Est de la France, il y a un médecin, quand même c'est très curieux, il agresse sexuellement ses personnels, pour avoir l'habilitation, certaines collègues gardiennes de la paix qui étaient à l'école, c'est lui qui signe leur habilitation finale médicale, il faisait des attouchements, etc. D'autres collègues qui déplaisaient à leur hiérarchie passaient dans son cabinet harcèlement médical en disant on va vous contrôler tous les jours ou régulièrement. Donc on avait dénoncé ça, manque de loyauté envers ce médecin qui est pour le moment donc à 9 plaintes pour agression sexuelle qui vont être jugées le 14 mai prochain. Et en plus, donc après, deux autres choses pour lesquelles qui ne sont pas marquées dedans. On est partie civile dans l'affaire Benalla, on est seul à poser les questions qui fâchent. Où est passé le coffre? Pourquoi les armes fascinent M. Benalla? Pourquoi M. Emilien n'est pas auditionné alors qu'il y a sur les comptes Facebook de soutien de la République En Marche, qui finalement sont même des faux comptes, publient des vidéoprotection de la préfecture de police, des receleurs, etc. Donc, on se pose des questions. Finalement, le préfet de police, qui était un des rares à avoir dit « moi, j'ai rien fait », c'est le préfet et c'est la ministre de l'Intérieur à l'Élysée, qui vient de sauter, curieusement. On pense qu'il a payé les pots cassés de l'affaire Benalla. Et dernière chose, la convocation finale pour le Conseil de discipline est tombée après nos interventions sur les plateaux télé pour notre explication du mouvement des Gilets jaunes et pour être solidaire de ce mouvement. C'était quand ça ? Ça, la convocation est tombée le 10 janvier, début janvier. Donc on a fait. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus eu de plateau télé, par contre. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'on te voit plus. On ne voit plus, à part sur certains médias subversifs comme Sud Radio, merci Didier, voilà, où enfin la parole peut être libre et on peut dire les choses comme elles sont. Je dois saluer la réaction du syndicat Alliance, voilà, qui siège, parce que la commission des conseils de discipline c'est à la fois paritaire, donc ça veut dire il y a la moitié de l'administration, la moitié des syndicats, et Alliance est majoritaire sur l'Île-de-France qui devait me juger. Et leur secrétaire régional, donc Alliance, un syndicat de police qui fait deuxième syndicat et le premier en Île-de-France, qui a dit on n'est pas d'accord avec ce que vous défendez. On n'est pas forcément d'accord sur plein de choses. Par contre, il est hors de question qu'on juge un syndicaliste pour son mandat syndical. Il a dit. Donc pour nous, on ne participera pas au vote. On se lèvera, on dira on refuse de prendre part au vote et à cette mascarade. Et c'est ça qui a bloqué. Et ça a fait bugger l'administration qui n'a pas l'habitude de ça. En plus, on avait demandé un report du conseil de discipline, notamment pour le point sur le médecin, en disant écoutez, il y a 9 procédures. Maintenant, a priori, on serait même quasiment à plusieurs dizaines de procédures qui ont été déposées parce que la parole s'est libérée. On a dit au moins sur ce point-là, on demande la report du conseil de discipline pour avoir un jugement pénal qui permettra d'éclairer la décision du conseil de discipline. La réponse a été non, parce que le médecin n'a pas jugé, donc présumé innocent, donc vous êtes en faute. Voilà, et j'ai eu la chance qu'on me dise, donc un des gars qui siégeait m'a dit, la seule fois où on a refusé un report de conseil de discipline, c'était pour un de nos collègues qui avait été condamné, je ne parle pas présumé coupable, condamné pour viol. Voilà.
Donc je suis pour l'administration au niveau des violeurs condamnés. Donc au final, l'administration bug, donc demande une suspension d'audience. Donc, suspension d'audience, tout le monde sort, ils re-rentrent après et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un niveau de sanction. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pas réussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu pas me sanctionner, c'est-à-dire que l'administration a demandé les plus grosses sanctions. Et ils voulaient me mettre 1 an de mise à pied pour mes propos tenus en tant que syndicaliste dans l'intérêt général. Voilà. Ils n'ont pas obtenu gain de cause, mais pour les plus faibles sanctions, ceux qui voulaient les plus grosses sanctions n'ont pas voté que j'ai pas des plus petites sanctions. Donc ils n'ont pas pu se mettre d'accord, sachant que le deuxième syndicat qui siégeait, lui, s'est abstenu sur tous les votes, alors que s'ils avaient eu la même démarche de soutien à la discrimination syndicale que les syndicalistes d'Alliance, que la commission n'aurait pas pu se tenir. Aurait été abandonné. En disant mais il n'y a plus de voilà. Mais par contre, ce qui veut dire, c'est des gens de l'administration qui ont été convaincus par le. Ceux qui ont été complices sans. Alors c'est Unité SGP. Unité. Voilà. Et du coup, il y a des gens de l'administration pour le coup qui, comme ils avaient liberté de voter ce qu'ils voulaient, ont été convaincus par les propos de lanceurs d'alerte, les propos que c'est un syndicaliste. Et je me rappelle, un des gens de l'administration m'a dit mais vous attaquez tout le temps, monsieur le directeur, qu'est-ce que ça vous fait? Il peut se défendre quand même. Je dis mais c'est ce qu'il fait. Il m'attaque régulièrement pour diffamation. Et moi, j'avais pas de problème à m'expliquer devant la justice. D'ailleurs, c'est toujours classé sans suite. D'ailleurs, dans le rapport qui est marqué, la justice a classé sans suite les propos diffamatoires. N'en tenez pas compte. Le procureur fait ça à chaque fois. Je veux dire, ça sert à quoi de saisir la justice? Est-ce que la question... Et au final, c'est à M. Castaner de rendre sa décision quand il voudra, sans avis du Conseil de discipline. Donc, ce qui veut dire que ce sera une sanction clairement politique. Et il y a 2 mois que j'attends la décision. La question... Ce sera légal. De toute façon, au dernier recours, c'est M. Castaner à la dernière décision du Conseil de discipline. Le ministre de l'Intérieur a toujours la décision. Le Conseil de discipline aura un avis que le ministre, pour pas s'embêter, suit en disant moi, je suis l'avis pour pas être emmerdé parce que c'est le Conseil de discipline, l'administration et la parité syndicale qui a décidé. Moi, je m'en lève les mains. Donc là, il n'a pas de garde-fou. Ce sera sa décision personnelle. Moi, une fois, j'étais venu sur un plateau d'un média mainstream avec un gilet jaune. Ça ne posait de problème à personne, sauf à la porte-parole de la préfecture de police qui a été remerciée depuis, heureusement, en me disant mais la neutralité du service public. Je lui dis là, je suis en tant que syndicaliste et citoyen, qu'est-ce que vous venez casser les pieds? Par contre, vous venez de donner votre opinion politique, qui n'a pas à rentrer en compte parce que vous êtes là en tant que représentant de la préfecture de police, donc en service. Donc voilà, il y a un 2 poids 2 mesures. Notre hiérarchie dit clairement, nous, on soutient le gouvernement et on va me le dire sur les plateaux télé. Vous, même dans votre rôle de syndicaliste, vous n'avez pas le droit. Et d'ailleurs, notre code de déontologie, ce qui est très grave aussi, qui a été instauré en 2014, fait de nous des sous-citoyens, car on n'a pas le droit de critiquer notre institution. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, dans le cadre privé, je parle pas en uniforme et en service, qui est normal de notre travail du service public, mais dans le cadre de notre vie privée, nous n'avons pas le droit de critiquer notre institution, ce qui est complètement aberrant et contraire à la loi de 83 du statut de la fonction publique. Et pendant que je suis sur la petite aparté qui n'a rien à voir, mais c'est pour montrer le niveau où on est au-dessus des lois, c'est que nos collègues peuvent être sanctionnés donc, pour leur comportement dans leur vie privée, même s'il n'y a pas de faute du moment que ça entache l'image de la police nationale. Monsieur Castaner, qui fait la fête au auto pendant que les mouvements sont encore en cours, etc., entache l'image de la police nationale. Il n'a pas forcément quelque chose de répréhensible légalement, mais l'image de la police nationale et de notre institution a été entachée par son comportement. Alors, est-ce qu'il est premier flic de France et soumis au même code de déontologie que nous? Ou alors, est-ce qu'il n'est pas premier flic de France? Ou alors, est-ce qu'il est au-dessus des lois? Non, mais ce qui était proprement stupéfiant, c'est de voir le Premier ministre, par exemple, et tous les ministres voler à son secours en disant c'est sa vie privée. Mais c'est sa vie privée. Le problème, c'est que les policiers n'ont pas le droit de vie privée. C'est incroyable, ce truc. Donc, moi, je veux bien, mais c'est 2 poids 2 mesures en fonction d'une fois de plus où on est dans la hiérarchie. Et je termine sur M. Édouard Philippe. On avait écrit une lettre à M. Édouard Philippe en demandant la démission de M. Castaner sur plusieurs points. Un point en disant c'est le chaos dans les manifestations Gilets jaunes. Il nous a dit regardez, ça se passe bien maintenant. Effectivement, ça s'était bien passé cette fois-là. On a dit il est au-dessus des lois, il y a des suicides, il couvre des agressions sexuelles. Et là, du coup, on n'a plus de réponse de M. Édouard Philippe. Par contre, c'est quand même très curieux. On a dit il y a quand même 6 points qu'on a évoqués. Vous répondez sur un qui vous donne raison. Les 5 autres sont toujours là. Et M. Castaner aussi. Donc, on aimerait bien avoir vos réponses. Donc si M. Édouard Philippe nous écoute, s'il pouvait prendre le temps de nous répondre avec des arguments rationnels sur le maintien de M. Castaner à son poste, ce serait intéressant. En tant que chef du gouvernement. Et nous écoutera en replay parce que là, je crois qu'il est très, très assidu dans la salle des fêtes de l'Élysée. Merci Alexandre Langlois. Merci pour votre invitation. Merci pour votre courage, votre franc-parler. Voilà. Constructif. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et puis à bientôt. Avec plaisir. Merci.